Georges Staner, deuxième étape dans cette semaine de redécouverte de vos principaux chemins et cheminements. Je voudrais que nous abordions aujourd'hui le thème du livre. S'il y a bien une obsession, un tourment, une incantation dans tous vos livres, c'est bien le livre. L'importance du livre, l'importance de la continuité du livre dans la culture, l'importance pour notre existence à la fois quotidienne, spirituelle et métaphysique du livre pour nous ressourcer sans cesse. Je pense que pour vous, il n'y a qu'un livre. Aussi pour Mallarmé et dans la culture anglo-saxonne, il est évident que la Bible est la référence constante, et j'ai commencé à lire la Bible dans la grande version qu'on appelle celle du King James anglaise tout au début déjà. Ceci dit, avec les années, je m'aperçois que j'avais beaucoup surestimé la présence du livre dans la vie humaine. Allons lentement. Nous ne connaissons sur cette terre aucune société sans musique. Aucune. Même la société la plus rudimentaire du point de vue économique, politique, même ceux qui sont en train de crever du faim dans le désert du Gobi, ont de la musique, et souvent des musiques très complexes. Pas de littérature écrite. La littérature écrite est très rare sur ce monde. L'oralité dépasse immensément le total de l'écriture. Homère est tout près de Flaubert et de Joyce. 20 000 ans avant lui, on racontait les histoires qui allaient être les fondements de l'épopée homérique. Écrire, c'est être tout près de nous. C'est faire partie d'une certaine haute civilisation, largement européenne, slave et anglo-saxonne, avec aussi des chapitres importants, bien sûr, en Chine et au Japon, mais dans le monde entier, l'oralité a toujours été la forme naturelle de l'enseignement, de la religion, de la narration, du souvenir. On parle, on dit, c'est la mémoire qui est la très grande bibliothèque. L'écriture, qui, comme vous le savez, est historiquement récente, l'écriture littéraire, remonte de Gilgamesh, le grand poème épique de la Babylonie ancienne, jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Il n'est pas du tout clair qu'avec l'électronique moderne, avec les techniques de l'information, avec les archives électroniques dont les mémoires dépassent 1 millionième de fois les mémoires littéraires et humaines, où les grammaires et les lexiques forment livres, il n'est pas du tout certain qu'on va continuer à lire. Il y aura toujours des lecteurs. Au Moyen-Âge, pendant les invasions dites barbares, vous le savez, il y avait les refuges des monastères où on savait encore lire. Et encore, nous ne savons pas combien de moines pouvaient lire. Mais au moins, il y en avait qui pouvaient. Très peu pouvaient écrire, presque personne. Être lettré est une condition fragile, une condition dont la Renaissance, les Lumières et le XIXe siècle sont les hauts moments, sont les très riches heures. Déjà, la bibliothèque privée, nous pensons à un Montaigne, un Erasme, un Montesquieu, devient un luxe très rare. L'appartement moderne ne permet pas les grandes bibliothèques. C'est très rare, ça fait exception. Déjà ferme une petite librairie après l'autre en Angleterre, c'est devenu cauchemaresque. En Italie, pays que j'adore, on y reviendra peut-être dans nos échanges, il y a entre Milan et Bari dans le sud que des kiosques. Il n'y a pas de librairie sérieuse. On ne lit pas en Italie. On lit très peu dans l'Espagne ou le Portugal rural. Là où le catholicisme a régné, la lecture n'a jamais été bienvenue. La lecture, qui est une forme de, si vous voulez, oui, risquons le mot,
haute bourgeoise, l'idéal de la lecture, de l'éducation pour lire, s'est développé rapidement et a eu à certains moments des miracles. Au XIXe siècle, certains classiques, Victor Hugo, Dickens, étaient les best-sellers. Ce sont des moments rares, n'exagérons pas. En Russie, lire voulait dire survivre humainement et politiquement. Donc, la relation complexe et créatrice entre la censure et la grande littérature dans les pays du despotisme et de l'arrièrement politique. Pas du tout certain que ce soit le cas même aujourd'hui. On me dit les jeunes ne lisent plus, ou ils lisent des digests, ou ils lisent des BD. Nos examens, même universitaires, sont de plus en plus fondés sur base de choix de textes, d'anthologie, de prix digest. Le mot même Reader's Digest qui a couvert le monde, c'est un mot terrible. Il y a une pré-digestion pour vous. Quelqu'un d'autre mâche la nourriture et la digère. Bon, nous sommes trop polis pour dire par quel bout ça sort. Je le dis vulgairement. Bien. La lecture demande, et là je voudrais vraiment souligner, certaines préconditions assez spéciales. On ne fait pas assez attention à ça. D'abord, elle présuppose beaucoup de silence. Le silence est devenu la chose la plus chère, la plus luxueuse au monde. Dans nos villes, qui sont des villes de 24 heures maintenant, New York vit autant la nuit, ou Chicago ou Londres que le jour, le silence se rachète à prix d'or. Je n'attaque pas l'Amérique. Mes enfants y sont, mes petits-enfants y sont. C'est l'avenir de l'homme, hélas. Je n'attaque pas, mais ils sont plus honnêtes que nous dans leurs statistiques. Quelle est leur statistique récente? 85% des adolescents ne peuvent pas lire sans qu'il y ait de la musique en même temps. Et il y a un effet que les psychologues viennent de nommer flicker effect, l'effet des brindilles de lumière. La télévision est ouverte au coin du regard, tandis qu'on prétend lire. Personne ne peut lire un texte sérieux sous ces conditions. Ce n'est qu'en silence, et en silence le plus total possible, qu'on peut lire une page de Pascal ou de Baudelaire ou de Proust ou de tout ce que vous voulez. Deuxième condition, un certain espace privé. Dans la maison, une chambre, même petite, où on peut être avec le livre, où on peut avoir ce dialogue sans que d'autres soient dans la chambre. Là, nous touchons à un thème très peu compris. La merveille de la musique, c'est qu'on puisse être plusieurs. On peut écouter en groupe, on peut écouter avec les gens qu'on aime, on peut écouter avec des amis. La musique est la langue de la participation, pas la lecture. Oui, on peut lire à haute voix, et il faudrait le faire beaucoup plus que nous le faisons. C'est un scandale, la mort de la lecture à haute voix aux enfants et entre adultes. Les grands textes du 19e sont souvent faits pour être lus à haute voix. Ça, je pourrais vous le démontrer. Il y a des pages entières de Balzac, de Hugo, de George Sand, dont la cadence, dont le rythme, dont la structure est une oralité développée, à écouter, à saisir. J'ai une chance folle. Mon père me lisait à haute voix avant que je ne comprenne. C'est ça le secret. Avant que je ne saisisse complètement. Donc, silence, vie privée. Troisièmement, remarque terriblement élitaire, mais le mot élite, je l'aime, c'est le mot qui veut dire que certaines choses sont meilleures que d'autres. Ça ne veut rien dire d'autre. Enfin, remarque élitaire, avoir des livres. Maintenant, les grandes bibliothèques publiques ont été les bases de l'éducation et de la culture pour le 19e siècle et pour beaucoup d'esprits du 20e. Mais avoir une collection de livres dont on est, oui, le mot brutal, qui sont à vous, dont on est possesseur, qui ne sont pas empruntés. Pourquoi? Parce que il faut absolument avoir un crayon en main. Je crois savoir que vous distinguez dans l'humanité deux types de
de personnes, celles qui lisent avec un crayon et celles qui n'en ont pas. Et on peut presque définir le juif comme étant celui qui lit toujours avec un crayon en main parce qu'il est convaincu qu'il pourra écrire un livre meilleur que celui qu'il est en train de lire. C'est une des grandes arrogances culturelles de mon petit peuple tragique. Alors, il faut faire des notes, il faut souligner, il faut se battre contre le texte en disant quelle bêtise, quelle idée. Rien de plus passionnant que les notes marginales des grands écrivains. C'est un dialogue vivant et Erasme a dit « Celui qui n'a pas des livres déchirés ne les a pas lus ». C'est in extremis, mais il y a une grande vérité là-dedans. Avoir une œuvre complète, c'est avoir chez soi un invité auquel on dit merci, en pardonnant aussi les faiblesses, en les aimant même. Et des années après, on essaye par snobisme et arrogance de mandarin de cacher les traces des mauvaises lectures ou des fausses. Mais c'est de la bêtise. C'est quand mon père m'a offert le long de la Seine, ok, ça valait quelques sous, personne ne le voulait, les trophées de M. Heredia, que les portes de la poésie se sont ouvertes pour moi, et j'ai ici ma première édition de Heredia, maintenant, et je continue à me sentir une dette énorme envers ce monsieur très guindé, très pompeux, très académique, et néanmoins un grand poète. Et ce sont les découvertes d'un livre qui changent la vie. Je l'ai raconté souvent, mais à la gare de Francfort, entre deux trains, et kiosque, ça c'est l'Allemagne. Les kiosques avaient les bons livres, et je vois un livre, je connaissais pas le nom. C-E-L-A-N, le nom Paul Celan m'intrigue. J'ouvre au kiosque, et première phrase, une langue au nord de l'avenir. Eine Sprache im Norden der Zukunft. J'ai presque raté le train. Et ça a changé ma vie. Depuis là, je savais qu'il y avait là une immensité qui allait entrer dans ma vie. L'expérience du livre est celle la plus dangereuse, la plus passionnante qui soit. Le livre, bien sûr, peut corrompre. Mais quelle blague de ne pas le dire ouvertement. Il y a des leçons de sadisme dans les livres. Il y a des leçons de cruauté politique, de racisme. Et parce que je crois que Dieu est l'oncle de Kafka, j'en suis persuadé, il ne nous rend pas la vie facile. Peu avant sa mort, M. Sartre, qui n'aimait pas prodiguer les compliments à son nom, dit « Il n'y a qu'un de nous qui va survivre, Céline ». C'est Sartre qui le dit, bien sûr. Il y a Proust et Céline qui divisent la langue française moderne entre eux. Il n'y a pas un troisième. Et que Dieu ait permis à ce tueur antisémite, à ce hooligan, à ce gangster de l'âme que fut Céline l'écrivain, il ne l'était pas dans sa vie personnelle, ça ajoute aux complications, de créer une nouvelle langue et puis d'écrire d'un château l'autre et nord, deux chefs-d'œuvre shakespeariens, à mon sens. J'en suis très, très malheureux et très reconnaissant et très fâché à la fois. Et j'essaye d'écarter de moi certains livres qui sont un venin destructeur. Mais pas de censure parce qu'on se trompe. Le censeur n'a finalement aucune autorité. Je ne suis pas totalement convaincu pour un grand domaine. Écoutez, on a le droit d'avoir la tête un peu brouillée. Je voudrais défendre toute pédophilie dans le cinéma, dans la télévision, dans la littérature, dans la BD où elle fait rage en ce moment. Pour moi, celui qui touche à un enfant est damné dans le plein sens théologique, humain, moral, tout ce que vous voulez. Positiviste, scientifique, est un damné. Et là, peut-être, je voudrais prendre le risque très grave de la censure. Ça ne marcherait pas. C'est une bêtise totale. Vous censurez une chose, il y a 10 millions d'exemplaires qui, sous Broba, viennent prochain jour. Le Samizdat du pornographique fait partie de notre histoire depuis Adam et Ève. Mais
je voudrais au moins essayer d'arrêter cette terrible vague de cruauté qui déferle et qui déferle sur les jeunes. C'est un déluge inimaginable. Qui prend d'ailleurs plus la forme des images et des films clandestins, comme vous le savez, que la forme des écrits. Pour celui qui se masturbe d'après le langage est beaucoup plus puissant. Ça, c'est votre définition du monologue, hein, ne l'oubliez pas. Monologue égale masturbation. Aussi. Mais au sens, ça déchaîne des puissances d'imagination considérables. Il y a ceux pour lesquels le mot est plus puissant que l'image, et beaucoup d'autres pour que ce soit pareil, ou la combine des deux. Quand j'ai été, mon père, avec intelligence démoniaque, a mis le pouce complet juste un peu trop haut sur les rayons. Alors, il savait que j'allais le chercher, mais bien sûr, je l'ai cherché. Le choc a été pour moi d'essayer de comprendre cette phrase « faire Katleia » pour exprimer le libido total pour Odette quand Swann fait Katleia. Mon monde a tourné, le vertige, aucune image n'aurait pu avoir cette puissance, parce que je comprenais mal. Ce que je m'imaginais sous le mot Katleia, je n'ose pas vous le dire. C'était d'une richesse, c'était d'une richesse, et d'enfant, c'était un conte de fées noires, c'est tout ce que vous voulez. Donc la sensibilité est très différente pour ceux. Question énorme, nous la laisserons ouverte parce que je n'ai pas le brin d'une réponse. Est-ce que la musique peut induire en sadisme, en perversion? Très, très difficile question. Vous avez écrit une préface à la Bible hébraïque qui est lisible de 7 à 77 ans, comme Tintin, et on y trouve les questions essentielles à propos du livre, et vous y dites cette phrase très énigmatique et en même temps. Alors, je peux m'imaginer, à la rigueur, 3 soulignés, que Shakespeare rentre à déjeuner, Madame Shakespeare dit « Will, comment ça marche ce matin? Oh, tu sais, ce 3e acte de Lear, c'est du casse-tête, mais cet après-midi, ça ira mieux. » À la rigueur, je peux juste m'imaginer qu'un être humain, comme vous et moi, ait écrit le roi Lear. Juste. Je ne peux pas m'imaginer que celui qui a écrit, ou la femme qui a écrit, les discours de Dieu dans le livre de Job, les grands psaumes, l'Ecclésiaste, l'Épître aux Romains 9 à 12, rentrent à déjeuner et disent « Oh, centre que nous n'avons plus jamais depuis les présocratiques. » Et je dis « Merci, monsieur Heidegger, mais c'est de la blague, parce que ça remonte 10 ans, à 7000 ans, ce qui n'est rien, ce qui est moins qu'un clin d'œil dans l'histoire psychobiologique de l'homme. Et il n'y a pas une trace d'évidence que notre personnage linguistique, notre âme de langue, ait changé, qu'à un certain moment, le soleil de l'être, comme il l'appelle, se soit couché sur le dire humain. Alors je n'ai pas de réponse. Je suis totalement vulnérable en moi-même sur cette question. Je ne renonce pas à me la poser. Parce qu'effectivement, il y a dans l'Ancien et le Nouveau Testament des moments qui me semblent, pour dire le mot le plus naïf, surhumains. Mais attention, c'est se mettre dans une position très, très naïve. Chez vous, la lecture, Georges Steiner, est une sorte de tentative permanente, souvent avortée d'ailleurs, d'accord avec soi-même. Et en même temps, c'est une sorte, si je vous ai bien compris, une sorte de devoir moral. Et vous dites dans les Logocrates qui vient de sortir que nous avons une responsabilité envers les livres. De quel type de responsabilité s'agit-il? D'abord, pour essayer de les conserver. Je parle d'abord au niveau le plus physique. Nous avons perdu dans l'incendie
de la bibliothèque de Sarajevo 1600 grands manuscrits incunables qui n'ont jamais été encore reproduits et qui sont perdus à toujours. Nous avons perdu dans ce qu'on appelle la Bible des Albigeois, ce qui était peut-être un des grands documents de la vérité humaine. Nous n'en savons rien et nous ne pouvons plus jamais le retrouver. Alors d'abord, essayez de donner au livre la chance de la survie. Notre maître en lecture, Walter Benjamin, a dit « Ne t'inquiète pas si ça dure 500 ans, c'est toi qui es impatient. Le livre peut attendre. Mais pour qu'il attende, il doit exister pour qu'un jour on le prenne. » Deuxièmement, responsabilité. Que dit Rilke dans son grand sonnet sur le torse archaïque d'Apollon au Louvre? Regarde ce torse, qu'est-ce qu'il te dit? Change ta vie. Qu'est-ce que dit Rilke? Le torse ou le livre ou la musique ou le tableau qui me dit change ta vie, prends-moi au sérieux. Je ne suis pas là pour te rendre la vie plus facile. Kafka qui dit un livre qui ne brise pas notre cerveau comme une hache ne vaut pas la peine d'être lu. C'est exagéré. Il faut aussi parfois lire des livres légers, des beaux livres qui nous réconfortent un peu, mais c'est important aussi. Répondre à un livre dans ce dialogue dont nous avons déjà parlé. Ça devient de plus en plus difficile. Je vous donne une statistique qui a besoin de vous dire. C'est un gageur atrocement difficile. Il faut des nerfs d'acier. Le chef-d'œuvre se dégage souvent très, très lentement. Chaque fois on cite Stendhal, il me faudra 100 ans, il avait raison, il avait confiance, mais il y a tant d'exemples de ça. Et pour redécouvrir, ce qui est le plus grand privilège du critique, du professeur, c'est de redécouvrir ce qui était enfoui dans l'oubli. Nous avons donc des responsabilités, je crois, très lourdes envers ce miracle qu'est le livre, et aussi pour lutter contre une commercialisation totale, peut-être on y reviendra encore, entre la censure politique et la censure par l'argent. C'est une question très grave de savoir lequel est pire. C'était À voix nue. Georges Steiner s'entretenait avec Laura Adler. Réalisation Jean-Claude Loiseau. France Culture, partenaire du 14e Festival international du film d'histoire de Pessac, du 19 au 24 novembre 2003. Une édition